Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le vent balayait les plateaux rocheux de Terra, apportant avec lui un silence presque oppressant. Seul le bruit des bottes d'Émile Renard résonnait contre les pierres calcinées. Il resserra son col pour se protéger du froid mordant, son souffle formant de petites volutes blanches qui se dissipaient rapidement dans l'air raréfié. Devant lui se dressait le complexe d'entraînement, un ensemble de structures austères qui semblaient avoir poussé naturellement du sol aride. Terra avait été magnifique autrefois, du moins c'est ce que racontaient les archives historiques. Avant la guerre contre les Azuréens, la planète possédait des forêts luxuriantes et des océans cristallins. Désormais, elle n'était plus qu'un monument dédié à des batailles oubliées, sa surface marquée par des armes qui avaient détruit toute forme de vie, à l'exception des organismes les plus résistants. La Confédération maintenait ce poste, non pas pour son importance stratégique, mais parce qu'oublier semblait pire que se souvenir. Émile ajusta son sac et accéléra le pas. Il était déjà en retard pour la cérémonie d'accueil. Les autres recrues avaient terminé depuis des heures, leurs traces encore visibles dans la fine couche de poussière ocre qui recouvrait tout sur ce monde désolé. « Dépêche-toi, Renard !» La voix dure appartenait à la sergente Morgane Vidal, une femme trapue dont le regard sévère semblait gravé dans son visage buriné. « Les autres ont fini la cérémonie il y a des heures. Quelle est ton excuse ?»« Retard de transport, sergente, » répondit Émile, sachant que cela n'avait aucune importance. Les excuses ne comptaient jamais, même les plus légitimes. Tu vas quand même y passer. La tradition reste la tradition, même pour les retardataires. Elle inclina la tête vers l'esplanade centrale. En route. L'esplanade était déserte, à l'exception d'une silhouette solitaire en son centre. Ce n'était pas un être humain, mais une sculpture taillée dans la roche locale. Elle représentait une femme azuréenne assise, les bras ouverts dans ce qui pouvait être interprété comme un geste d'accueil ou de reddition. Sa peau, rendue dans une pierre pâle, capturait les crêtes distinctives le long des pommettes qui caractérisaient cette espèce à la peau bleue. Ses yeux étaient fermés, son expression à la fois sereine et mélancolique. Le temps et les intempéries avaient laissé leur marque. Une fissure irrégulière descendait le long d'un côté de son visage, et ses doigts avaient été usés par d'innombrables contacts. « Tu connais le protocole, » dit Vidal en croisant les bras. « Embrasse le front de la dernière azuréenne. Scelle ton engagement envers la paix. » Émile savait que c'était plus que cela. La statue représentait la victoire de la Confédération, un ennemi vaincu immortalisé dans la pierre. Ce baiser ne concernait pas la paix. Il s'agissait de domination. Cette pensée lui laissait un goût amer dans la bouche. Aujourd'hui, Renard. Émile s'approcha de la statue, examinant ses traits. Quelque chose dans cette figure lui semblait étrange. La façon dont la pierre paraissait presque translucide dans la lumière déclinante du jour. L'immobilité surnaturelle qu'elle dégageait. Pas seulement l'immobilité de la pierre, mais quelque chose de plus profond, de plus absolu. Il se pencha en avant, hésitant à quelques centimètres de la surface froide. Puis à contre-cœur, il pressa ses lèvres contre le front de la statue. La pierre était glacée contre ses lèvres, mais il y avait autre chose. Une vibration subtile, comme un battement de cœur transmis à travers le roc. Émile recula brusquement. « Avez-vous senti ?» Le sol se convulsa sous leurs pieds. Les moniteurs à l'intérieur du centre de commandement proche explosèrent dans des gerbes d'étincelles. Les écrans volèrent en éclats, les consoles s'embrasèrent. Des sirènes d'urgence hurlèrent à travers le complexe, puis moururent brutalement lorsque le réseau électrique principal s'effondra. Les soldats sortirent en titubant des bâtiments, criant dans leurs communicateurs morts. Des éclairs jaillirent à travers la surface de la statue,
non pas depuis le ciel, mais de l'intérieur de la pierre elle-même. Des fourches d'énergie bleu-blanc coururent le long des fissures, se propageant comme un réseau de veines. La pression atmosphérique chuta. Les oreilles d'Émile se bouchèrent. Vidal hurla dans son communicateur. Seul le silence statique lui répondit. Elle sortit son arme de poing, l'arme tremblant dans sa main. Les fissures s'élargirent avec des sons semblables à des os qui se brisent. Une lumière bleue jaillit des crevasses, si brillante qu'Émile dut se protéger les yeux. Des morceaux de pierre tombèrent, heurtant le sol de l'esplanade et se fracassant. En dessous, une peau lisse, de la couleur d'une eau profonde. La poitrine de la femme se souleva. Son premier souffle en plusieurs siècles résonna à travers l'esplanade comme un écho lointain. Émile trébucha en arrière, son talon accrochant une pierre. Il tomba lourdement, les yeux fixés sur la scène impossible qui se déroulait devant lui. Autour d'eux, les lumières vacillèrent et s'éteignirent alors que les systèmes électriques tombaient en panne dans tout le complexe. Les générateurs de secours s'enclenchèrent, puis se surchargèrent avec des gémissements plaintifs. La femme azuréenne se leva de sa position assise, des fragments de sa prison de pierre tombant à chaque mouvement. Elle était grande, plus grande que n'importe quel humain, ses membres gracieux malgré la raideur évidente dans ses articulations. Son corps était couvert d'une fine couche de cendres et des mèches de cheveux blanc-bleu tombaient sur ses yeux luminescents. Ses yeux se posèrent sur Émile, le fixant d'un regard qui semblait sonder son âme même. Elle leva sa main, étudiant ses propres doigts avec une fascination détachée. Le sceau est brisé, le signal est envoyé. Vidal avait abandonné son communicateur inutile. « Ne bouge pas !» ordonna-t-elle, pointant son arme sur la femme azuréenne. « À genoux, immédiatement !» La femme tourna son regard vers Vidal, son expression inchangée. « Vos armes ne peuvent défaire ce qui a été fait. Le signal a déjà traversé le vide. » Un sifflement aigu déchira l'air. Émile leva les yeux pour voir des lumières clignoter dans le ciel qui s'assombrissait. Des satellites qui étaient restés dormants aussi longtemps que le complexe existait, s'éveillaient soudainement. Le sol sous eux trembla à nouveau, plus violemment cette fois. Au loin, des structures longtemps enfouies sous la surface de la planète commencèrent à émerger, perçant les couches de poussière et de pierre. Des réseaux de transmission, leur surface gravée d'un alphabet glyphique qu'Émile reconnut des archives historiques comme étant azuréens. La femme ferma brièvement les yeux, comme si elle écoutait un son lointain. Quand elle les rouvrit, il y avait quelque chose comme du chagrin dans leur lueur. « Ils ont entendu, » dit-elle. « Ils arrivent. » 6 heures plus tard, Émile se retrouva dans un bureau de sécurité exigu qui avait été rapidement converti en centre de commandement. Un éclairage d'urgence projetait des ombres dures sur les visages des officiers rassemblés autour d'un affichage holographique montrant l'espace entourant Terra. « Ils sont apparus comme ça », disait le commandant secondaire Rousseau, désignant le groupe de vaisseaux qui s'était matérialisé à la limite du système. Aucune signature de saut, aucune traînée de distorsion. 1 minute nos capteurs ne montraient rien. La suivante. Ceci. Les vaisseaux étaient différents de tout ce qui composait la flotte de la Confédération. Ils étaient massifs, leurs coques ornées du même alphabet glyphique qui marquait les réseaux de transmission. Leur conception défiait la logique spatiale conventionnelle, asymétrique, avec des structures saillantes qui semblaient plus cérémonielles que fonctionnelles. Pourtant, ils se déplaçaient avec précision, formant un blocus en orbite haute autour de Terra. « Des vaisseaux de guerre azuréens » dit l'amiral Beaumont, sa voix tendue. « J'ai consulté les archives historiques. Ce sont des navires de siège, conçus pour le bombardement planétaire et l'occupation. »« Mais les Azuréens ont disparu » protesta Vidal.
Ils se sont retirés au-delà de la bordure après la guerre. Il n'y a pas eu d'observation confirmée depuis plus d'un siècle. Apparemment, ils n'étaient pas aussi disparus que nous le pensions. Le regard de Beaumont se déplaça vers Émile, qui se tenait mal à l'aise dans un coin. Raconte-moi encore exactement ce qui s'est passé. Émile avait déjà relaté les événements de l'esplanade plusieurs fois, mais il le fit à nouveau, essayant de se souvenir de chaque détail. Quand il eut terminé, la pièce tomba dans un silence pesant. « Et la femme ?» demanda Beaumont. « Elle a disparu, » répondit Vidal. « Pendant la panne électrique, les systèmes de sécurité étaient hors service pendant 13 minutes. Quand ils sont revenus en ligne, elle avait disparu. Nous avons des équipes de recherche qui ratissent le complexe et les zones environnantes, mais Terra est criblée de grottes et de ruines, termina Rousseau pour elle. Elle pourrait être n'importe où. » Un officier des communications fit irruption dans la pièce, le visage pâle. « Amiral, nous recevons une transmission de la flotte azuréenne. » Beaumont acquiesça d'un air sombre. « Passez-la. » L'affichage holographique vacilla. L'image de la flotte fut remplacée par un visage. L'azuréen qui apparut était plus âgé que la femme de la statue, avec des crêtes profondes sur une peau bleue et des yeux qui brillaient d'une lumière plus dure. « Complexe de la Confédération », dit l'azuréen, les mots prononcés avec précision. « Le traité a été violé. La gardienne a été libérée. Nous revenons régler la dette. » Ici l'amiral Beaumont de la Confédération. Nous n'avons aucune connaissance d'un quelconque traité. La libération de votre gardienne était accidentelle. Nous sommes prêts à discuter. La discussion s'est terminée quand le sceau a été brisé, interrompit l'azuréen. Préparez vos défenses ou rendez-vous. Ce sont vos options. La transmission fut coupée brusquement. L'affichage holographique revint à l'image de la flotte, qui avait commencé à se déplacer, se déployant pour encercler la planète. Contactez le commandement de la Confédération, ordonna Beaumont. Priorité alpha. Et je veux tout ce que nous avons sur la guerre azuréenne et les traités qui y ont mis fin. Un officier du renseignement s'avança. Monsieur, c'est justement le problème. La plupart des détails du traité étaient déclassifiés. Niveau de sécurité 10. Les archives publiques ne mentionnent qu'une résolution pacifique sans aucune précision. Alors trouvez-moi quelqu'un avec une habilitation de niveau 10, aboya Beaumont. C'est bien ça le problème, monsieur, continua l'officier. Les archives semblent avoir été caviardées, peut-être même effacées, même au niveau du commandement. Les implications planèrent dans l'air comme une présence physique. Quelqu'un avait voulu que les détails du traité soient oubliés, enterrés si profondément que même les plus hauts niveaux du gouvernement ne pouvaient y accéder. Donc nous affrontons un ennemi qui répond à une violation de traité dont nous ne savons rien, résuma Rousseau d'un ton sombre. Je dois la retrouver, dit soudain Émile. Tous les regards se tournèrent vers lui. La femme de la statue, précisa-t-il. Elle s'est appelée la gardienne. Elle sait ce qui se passe. Elle pourrait savoir comment l'arrêter. Tu n'es pas autorisé pour les opérations sur le terrain, recrue, commença Vidal. Mais Beaumont leva la main pour la faire taire. Il a raison, dit l'amiral. Elle est notre seul lien avec ce qui se passe. Mais nous avons besoin d'une opération de recherche formelle, pas d'un. Une alarme retentit, l'interrompant. L'affichage holographique changea à nouveau, montrant plusieurs points d'entrée dans l'atmosphère. Ils atterrissent, rapporta Rousseau, la voix tendue. Des navettes de débarquement, au moins 30, se dispersant à travers la planète. L'expression de Beaumont se durcit. Poste de combat. Tout le personnel aux positions défensives. Évacuer les civils vers les abris. Alors que la pièce éclatait en activité, Émile se glissa discrètement vers la porte. Personne ne remarqua son départ au milieu du chaos, exactement comme il l'avait prévu. Il avait le sentiment que les opérations de recherche formelles
ne trouverait pas la gardienne. Mais lui, peut-être. Après tout, elle l'avait regardé quand elle s'était réveillée. Pas Vidal, pas le complexe, mais lui. Il y avait un lien là, qu'il le comprenne ou non. Et en ce moment, ce lien était peut-être le seul espoir de Terra. Émile se déplaça à travers le complexe avec une discrétion acquise, évitant le personnel qui se précipitait vers ses postes. Ces années de patrouille frontalière avant de rejoindre les forces principales de la Confédération lui avaient appris la valeur de passer inaperçu. Il se dirigea vers le dépôt d'équipement, rassemblant ce dont il avait besoin. Un sac de survie, des rations, un scanner portable et un fusil à impulsion. Il hésita avant de prendre l'arme, puis décida qu'affronter ceux qui venaient sans défense serait stupide. L'air nocturne mordit sa peau lorsqu'il se glissa par une sortie de maintenance. Le complexe était en alerte maximale, mais toute l'attention était concentrée vers le haut, vers les vaisseaux azuréens qui arrivaient. Personne ne surveillait une seule recrue se dirigeant vers les terres arides. Le paysage de Terra était traître même en plein jour. Dans l'obscurité, c'était un labyrinthe de crevasses cachées et de terrains instables. Émile activa son scanner, le configurant pour détecter des signes de vie. C'était un pari risqué. L'appareil était calibré pour la biologie humaine, mais c'était tout ce qu'il avait. Pendant des heures, il traça son chemin à travers le terrain rocheux, suivant de faibles signatures énergétiques qui pouvaient être la gardienne ou simplement des vestiges de l'ancienne guerre qui avait marqué ce monde. 2 fois, il dut se mettre à couvert alors que des navettes de débarquement azuréennes passaient au-dessus de lui, leurs moteurs émettant un gémissement harmonique distinctif, différent des vaisseaux de la Confédération. L'aube le trouva au bord de ce qui avait été autrefois une cité azuréenne. Aujourd'hui guère plus que des fondations à moitié enfouies dans la poussière. Son scanner émit un signal sonore, un signe de vie plus fort que les lectures ambiantes. Pas humain, mais ne correspondant pas non plus à la faune locale. Il provenait du centre des ruines. Émile avança prudemment, fusil prêt. Les ruines semblaient se déplacer autour de lui, les perspectives changeant à chaque pas, comme si la géométrie même du lieu défiait la perception humaine. C'était désorientant, et plus d'une fois il se retrouva à tourner en rond, incertain de sa direction. « Tu ne trouveras pas ton chemin avec ça », dit une voix derrière lui. Émile pivota, fusil levé, pour trouver la gardienne debout, au sommet d'un mur brisé. Elle avait abandonné les derniers vestiges de sa prison de pierre et portait maintenant ce qui semblait être des vêtements façonnés à partir de l'environnement lui-même. Des fibres tissées à partir des herbes tenaces qui survivaient dans le climat rigoureux de Terra. Les chemins ici ont été conçus pour dérouter ceux qui ne comprennent pas l'architecture azuréenne, continua-t-elle, descendant avec une grâce fluide. Le scanner ne fait qu'empirer les choses. Émile baissa légèrement son arme, mais la garda prête. J'ai besoin de réponses. Tu as apporté une question avec des dents de métal, observa-t-elle, regardant le fusil. Est-ce ainsi que ton peuple cherche habituellement la connaissance? Gêné malgré lui, Émile passa le fusil sur son épaule. La flotte azuréenne est en orbite. Ils débarquent des troupes. Ils disent que nous avons violé un traité dont nos propres archives ne font même pas mention. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Les yeux luminescents de la gardienne l'étudièrent avec une intensité troublante. Pourquoi es-tu venu seul? Pourquoi n'as-tu pas amené des soldats? Aurais-tu parlé avec moi si je l'avais fait? Un léger sourire toucha ses lèvres. Non. Elle fit signe de la suivre, mais avant qu'il ne puisse bouger, le sol se convulsa violemment. Pas les douces vibrations qu'ils avaient ressenties auparavant, mais un tremblement violent qui envoya des fissures courir à travers le sol sous leurs pieds. « Cours !» cria-t-elle, saisissant le bras d'Émile et le tirant en avant. Ils sprintèrent, alors que la pierre commençait à s'effondrer derrière eux.
Un rugissement assourdissant emplit l'air, le son de la planète elle-même se déchirant. Le tremblement s'intensifia, renversant Émile. Il tomba dangereusement près du bord, griffant pour trouver une prise sur la roche qui se désintégrait. La gardienne se retourna, tendant la main vers lui malgré le danger. « Prends ma main !» Le sol entre eux se fendit, une crevasse apparaissant avec une rapidité effrayante. Du gaz surchauffé jaillit de l'évent nouvellement formé, obscurcissant la vision d'Émile. À travers la brume, il pouvait la voir hésiter, puis bondir par-dessus l'écart qui s'élargissait. Elle atterrit durement, son pied glissant sur la surface instable. Pendant un moment qui fit s'arrêter le cœur d'Émile, elle vacilla au bord du précipice, les bras battant l'air pour retrouver l'équilibre. Émile se précipita en avant, saisissant son poignet. Ses yeux s'écarquillèrent. Choc, ou peut-être quelque chose de plus profond. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, tous deux comprenant ce qui venait de se passer. Elle avait risqué sa vie pour lui, et il l'avait sauvée. « Bouge !» cria-t-il, la tirant debout. Ensemble, ils coururent le long de ce qui restait de la crête, la destruction les poursuivant comme une chose vivante. Le chemin devant eux se rétrécit jusqu'à devenir le fil d'un couteau, à peine assez large pour une personne. « Il n'y a pas le temps, dit-elle. Saute !» En dessous d'eux se trouvait une chute d'au moins 30 mètres, se terminant dans un enchevêtrement de rochers pointus. « Tu es folle ?» haleta Émile. En guise de réponse, elle enroula ses bras autour de lui et sauta, l'entraînant avec elle dans le vide. Le cri d'Émile fut arraché de sa gorge par la précipitation de l'air. Ils plongèrent vers les rochers, puis soudainement, leur descente ralentit, comme s'ils tombaient à travers un liquide plutôt que de l'air. Ils atterrirent avec une force brutale, mais bien plus doucement que cela n'aurait dû être possible. Émile roula sur le dos, haletant, fixant la crête qu'il venait d'abandonner, alors qu'elle s'effondrait entièrement. « Comment ?»« Physiologie azuréenne, » répondit-elle, se levant avec une légère grimace. « Nous pouvons manipuler les champs gravitationnels locaux pendant de courtes périodes. Pas assez pour voler, mais assez pour amortir une chute. » Émile remarqua qu'elle favorisait sa jambe droite. Un liquide bleu-noir du sang, réalisa-t-il, suintait à travers une déchirure dans ses vêtements improvisés. « Tu es blessé ?»« Ce n'est rien, » dit-elle d'un ton dédaigneux. « Nous devons continuer à bouger. » « Pas avant que j'examine cette blessure. » Elle commença à protester, puis céda avec un soupir. « Rapidement !» Émile examina la blessure, une entaille profonde le long de son mollet. Les bords de la plaie avaient une apparence cristalline étrange, comme si son sang se solidifiait partiellement au contact de l'air. « C'est toujours comme ça ?» demanda-t-il, désignant l'effet étrange. « Oui, c'est pourquoi nous ne saignons pas facilement à mort, mais cela ne guérira pas correctement sans traitement. » Elle déchira une bande de son vêtement et la lui tendit. « Serre-la fort. » Alors qu'Émile enroulait le bandage de fortune autour de sa jambe, quelque chose changea entre eux. Elle l'observait avec une expression difficile à lire. « Tu m'as sauvé, » dit-elle doucement. « Tu aurais fait la même chose. »« L'aurais-je fait ?» Ses yeux luminescents tinrent les siens. « Mon peuple a passé des siècles à voir le tien comme l'ennemi. À ce moment-là, quand tu as tendu la main vers moi, j'ai réalisé que tu me voyais d'abord comme une personne. » Le moment s'étira entre eux, fragile et profond. Un son venant d'en haut les fit tous deux se figer, le gémissement distinctif d'une navette de la Confédération résonnant à travers le ravin. Elle passa au-dessus d'eux, volant bas, ses projecteurs balayant le terrain. « Ils nous cherchent !» murmura Émile. « Pas nous, corrigea-t-elle. Moi. Ils croient que je suis la clé pour arrêter l'avancée azuréenne. Ne l'es-tu pas? Non, je ne suis que la messagère. La clé est ce que nous cherchons. » Elle hocha la tête vers l'est,
où le terrain plongeait dans une vallée peu profonde. Le bassin est juste au-delà de cette élévation. Nous devrions... Ces mots furent interrompus par le son de tirs d'armes, non pas lointains, mais alarmants de proximité. Ils se plaquèrent contre la paroi rocheuse, essayant de localiser la source. « Là !» chuchota Émile, pointant vers un canyon étroit, à environ un demi-kilomètre. Des éclairs d'armes énergétiques illuminaient l'obscurité croissante. Se déplaçant avec prudence, ils se rapprochèrent. Les sons de bataille devinrent plus forts. Le craquement sec des fusils à impulsion de la Confédération, le gémissement harmonique distinctif des armes énergétiques azuréennes. Puis brusquement, le silence. Ils atteignirent le bord du canyon et regardèrent en bas. En dessous d'eux, une patrouille de la Confédération gisait dispersée sur le sol rocheux. 6 soldats, leurs corps tordus dans la mort. Debout au-dessus d'eux se trouvait une équipe d'assaut azuréenne, leur peau bleue presque luminescente dans le crépuscule. Ils n'ont même pas eu la chance de se rendre, chuchota Émile, l'horreur et la colère se mêlant dans sa voix. On ne leur aurait pas offert la chance, répondit-elle sombrement. C'est ce qui se passe quand les haines anciennes sont réveillées. Les jeunes de nos 2 espèces paient le prix de rancune dont ils n'ont jamais eu connaissance. L'un des soldats azuréens leva soudainement les yeux, scrutant le bord du canyon. Émile et la gardienne se baissèrent, mais pas avant qu'Émile n'aperçoive le visage du soldat. Jeune, les yeux brûlants d'une fureur vertueuse qui le glaça jusqu'aux os. « Nous devons partir, chuchota-t-elle. Maintenant. » Ils battirent en retraite silencieusement, prenant un itinéraire plus tortueux vers le bassin de l'écho. La rencontre avait ébranlé Émile plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Ces soldats, des 2 côtés, combattaient une guerre qu'ils comprenaient à peine, mourant pour des secrets enterrés depuis des siècles. Un son venant d'en haut les fit tous 2 se figer. Une navette de débarquement azuréenne passait directement au-dessus d'eux, ses moteurs réduits à un silence presque complet. Elle descendit à environ un demi-kilomètre de là, les lumières d'atterrissage illuminant brièvement le paysage. « Ils me cherchent, murmura-t-elle. Ils croient que j'ai été faite prisonnière. » « N'as-tu pas été prisonnière? Pendant des siècles ?» Elle secoua la tête. « Je me suis portée volontaire. Mon clan avait le lien le plus fort avec les mondes que ton peuple avait profanés. C'était mon droit de servir comme gardienne. » « Quel honneur, marmonna Émile. L'honneur n'est pas la même chose que le plaisir, répondit-elle. Parfois le plus grand honneur réside dans le fardeau le plus lourd. Ils attendirent que les lumières de la navette disparaissent avant de continuer leur voyage. « Pourquoi ici ?» demanda Émile. « Pourquoi le traité a-t-il été signé dans un endroit si reculé ?»« Ce n'était pas reculé à l'époque, répondit-elle. C'était autrefois le cœur d'une grande cité azuréenne, la cité chantante. Le bassin était son forum central, conçu pour amplifier le son, afin qu'une seule voix puisse atteindre des milliers de personnes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Votre bombardement orbital, dit-elle simplement. Les mêmes armes qui ont marqué la surface de la planète ont déstabilisé son noyau. La cité est tombée dans les fissures résultantes. Seul le bassin reste, protégé par sa formation naturelle. Ils franchirent une crête, et soudain le bassin de l'écho s'étendit devant eux, un demi-cercle parfait taillé dans la paroi rocheuse, sa surface polie comme un miroir malgré les siècles d'exposition. En son centre se dressait un transmetteur rouillé, sa conception un hybride de technologie azuréenne et de la Confédération. Elle s'en approcha, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la pierre lisse. Ses mains planèrent au-dessus des commandes du transmetteur, tremblant légèrement. « Ils te tueront pour ce que tu as fait, » dit-elle sans se retourner. Émile resta au bord du bassin, sentant que ce moment nécessitait de la distance. « Je ne savais pas. Cela n'a pas d'importance. » Ses mains retombèrent le long de son corps.
L'intention ne signifie rien face au résultat. Ton baiser a brisé le sceau, que tu aies compris sa signification ou non. Elle se tourna pour lui faire face, son expression plus douce qu'il ne l'avait encore vue. Je n'étais pas prisonnière. J'étais la barrière, vivante, respirante, faite pour retenir la guerre. Ton baiser était le signal. Il signifiait que nous sommes prêts à nous battre à nouveau. Alors nous leur disons que c'était une erreur, insista Émile, avançant. Nous expliquons. Les mots ne les arrêteront pas maintenant, l'interrompit-elle. Seulement un nouveau signal, un nouveau silence. Un tremblement parcourut le sol sous eux, plus fort que les précédents. Au loin, l'horizon s'illumina de la lueur indubitable d'armes énergétiques. Le conflit s'intensifiait. Nous n'avons plus de temps, dit-elle. Elle désigna une ouverture sombre à la base de la paroi rocheuse polie. La chambre forte se trouve en dessous. C'est là que le sarcophage original a été créé. Émile hésita, regardant en arrière d'où il venait. Il pouvait encore retourner au complexe, rejoindre son unité, combattre aux côtés de son peuple. Ce serait plus facile que ce qu'elle suggérait, et ce serait futile. Il se retourna vers elle et hocha la tête. « Montre-moi. » Le passage vers la chambre forte descendait abruptement, les murs tapissés des mêmes gravures luminescentes qu'Émile avait vues dans le bâtiment azuréen en ruine. Elle fournissait juste assez de lumière pour naviguer, projetant d'étranges ombres bleu-vert qui semblaient bouger indépendamment de leur source. « Les gravures sont vivantes, dans un sens, » expliqua-t-elle, remarquant son malaise. Elles répondent à la présence d'êtres conscients, puisant de l'énergie dans nos champs bioélectriques. Elles se nourrissent de nous? Une relation symbiotique. Elles prennent une petite quantité d'énergie. En retour, elles fournissent de la lumière et enregistrent notre passage. Les murs de ce tunnel contiennent les souvenirs de tous ceux qui ont emprunté ce chemin. Le tunnel finit par déboucher sur une vaste chambre qui défiait les dimensions apparentes du bassin au-dessus. Son plafond s'élevait à des centaines de mètres, soutenu par des colonnes qui semblaient trop délicates pour leur charge. Au centre de la chambre se dressait un seul objet, un conteneur en forme de sarcophage, sa surface couverte de motifs complexes qui changeaient et coulaient comme du liquide. « Ce n'a jamais été juste de la pierre, dit-elle, s'approchant du sarcophage avec révérence. C'est un système de confinement, une technologie vivante qui convertit la matière biologique en une forme statique tout en préservant la conscience. » En s'enfonçant plus profondément dans la chambre, Émile remarqua quelque chose dans les ombres. Une autre structure semblable à un sarcophage, mais celle-ci était fissurée et brisée, sa surface terne et sans vie. Des taches sombres marquèrent la pierre autour d'elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, se dirigeant vers elle. Sa main sur son bras l'arrêta. « Nous avons essayé auparavant, » dit-elle, sa voix creuse. « Il y en avait un autre. Il n'a pas enduré. Son cri a été entendu dans l'espace. » Émile sentit un frisson le parcourir. « Un autre humain ? Non, l'un de mon propre peuple. » Elle s'approcha du sarcophage brisé, passant ses doigts le long de son bord fracturé. « Après que le premier traité ait commencé à s'effriter, quand ton peuple a commencé à explorer les mondes interdits, nous avons tenté de créer un second saut, un renforcement. Que s'est-il passé? L'esprit doit être consentant, vraiment consentant. » Ses yeux luminescents s'assombrirent avec le souvenir. Tever était un guerrier, choisi pour sa force. Il croyait être préparé pour le sacrifice. Mais au dernier moment, sa résolution affaiblit. La peur s'est emparée de lui et le système l'a rejeté violemment. Elle désigna les tâches. Le processus de conversion avait déjà commencé. Quand son esprit s'est battu contre lui, le confinement a échoué. Son corps s'est brisé. Le contre-coup psychique a été ressenti par chaque Azuréen dans un rayon de 50 années-lumière.
Émile fixa le sarcophage brisé, comprenant soudain le véritable poids de ce qu'il envisageait. « Tu me demandes de faire quelque chose que l'un de ton propre peuple, un guerrier, n'a pas pu supporter. Je te demande de faire quelque chose qui nécessite plus que la force d'un guerrier, corrigea-t-elle doucement. Cela nécessite l'acceptation, complète et sans réserve. Et si j'échoue comme lui? Son silence était réponse suffisante. Et cela nécessite un esprit vivant, dit finalement Émile, comprenant enfin. Tu ne peux pas retourner au sceau. Si je retourne au sceau, ils ne lui feront pas confiance, dit-elle, confirmant ses soupçons. J'ai été brisé. Le système détecterait le défaut, et mon peuple le saurait. Elle se tourna vers lui, ses yeux luminescents solennels. Ce doit être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'est pas entaché par l'échec précédent. L'implication flotta entre eux, comme dans les ruines. Mais cette fois, Émile ne recula pas. Moi, dit-il doucement. Oui. Pourquoi m'accepterait-il? Je suis humain. L'ennemi. Le système ne se soucie pas de l'espèce, seulement de l'intention. Elle plaça sa main sur le sarcophage, et les motifs sous son toucher brillèrent plus fort. Il lira ton esprit, ton cœur. Si ton désir de paix est authentique, il t'acceptera. Et s'il ne l'est pas, alors il te rejettera. Douloureusement. Émile fixa le sarcophage, essayant de traiter ce qui lui était demandé. Abandonner sa vie, non par la mort, mais par une sorte d'animation suspendue qui pourrait durer des siècles. Devenir une statue vivante, un gardien silencieux contre une guerre que son propre peuple pourrait même ne pas reconnaître qu'il prévenait. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « Combien de temps serais-je comme ça ?»« Jusqu'à ce que les deux côtés désirent vraiment la paix, » répondit-elle. « Jusqu'à ce que le traité soit honoré non par la force ou la peur, mais par la compréhension. Donc potentiellement pour toujours. Potentiellement. » Un boom lointain secoua la chambre, de la poussière et de petits fragments de pierre tombant du plafond. Le conflit au-dessus se rapprochait. « Il ne reste plus de temps pour délibérer, » dit-elle. « Les Azuréens débarquent en force maintenant. Vos forces de la Confédération les affrontent. Bientôt les combats s'étendront à d'autres mondes. » Émile ferma les yeux, pesant ses options. Retourner à la surface et combattre une guerre qui ne pouvait être gagnée, ou rester ici et disparaître, devenir une note de bas de page dans l'histoire, si tenté. Très probablement, il serait répertorié comme disparu au combat, présumé mort. Sa famille le pleurerait sans jamais connaître son sort. Mais il vivrait. Tout le monde vivrait. Il ouvrit les yeux et avança. « Que dois-je faire ?» Son expression montrait un mélange de soulagement et de chagrin. « Enlève tes vêtements extérieurs. Le système a besoin d'un contact direct avec ta peau. » Émile ôta sa veste d'uniforme et sa chemise, puis hésita devant ses bottes. « Tout, » précisa-t-elle. « Le processus de conversion doit être complet. » Avalant son embarras, Émile se déshabilla complètement. L'air dans la chambre était frais contre sa peau nue, donnant la chair de poule. Elle s'approcha de lui, plaçant sa main sur sa poitrine directement au-dessus de son cœur. Son toucher était plus chaud qu'il ne s'y attendait, presque brûlant. « Une fois scellé, tu ne vieilliras pas, » dit-elle doucement. « Tu ne bougeras pas. Tu ne mourras pas. Tu existeras dans un état entre la conscience et le sommeil, conscient mais détaché. Le temps perdra son sens. » « Mais ils vivront, n'est-ce pas ?» demanda Émile, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Les deux côtés? La guerre s'arrêtera ?» Elle hocha la tête. « Si ton intention est vraie, le signal sera envoyé. Mon peuple le reconnaîtra pour ce qu'il est. Une offre de paix authentique. Alors faisons-le. » Elle le guida vers le sarcophage. Les motifs sur sa surface s'écartèrent à son approche, révélant un intérieur creux grossièrement adapté aux proportions humaines. « Entre, »
lui ordonna-t-elle. Une fois que le processus commence, ne résiste pas. L'acceptation est la clé d'une conversion réussie. Émile prit une profonde inspiration et grimpa dans le sarcophage. L'intérieur n'était ni chaud ni froid, mais semblait s'adapter à sa température corporelle. Il s'allongea, essayant de trouver une position confortable malgré l'ajustement maladroit. « Est-ce que c'était comme ça pour toi ?» demanda-t-il, ayant soudainement besoin de savoir. Son expression s'adoucit. « Non, pour moi c'était une cérémonie. Des centaines de mon peuple regardant, chantant les chants de passage, la lumière du soleil filtrant à travers des dômes de cristal. » Elle jeta un coup d'œil autour de la chambre sombre. « Je suis désolé que cela ne puisse pas être pareil pour toi. »« C'est bon, » dit Émile, se surprenant par la sincérité de ses mots. « Cela semble juste d'une certaine façon. » Elle hocha la tête, comprenant. Puis elle se pencha et déposa un baiser sur son front, exactement à l'endroit où il avait embrassé sa forme statuaire. Alors que ses lèvres touchaient sa peau, une marque luminesce apparut. L'empreinte de ses lèvres, brillant d'une douce lumière bleue. Elle ne s'effacerait pas. « Pour la symétrie, » expliqua-t-elle en se redressant, « et pour la gratitude, tu porteras cette marque comme je portais la tienne, un signe du lien entre nous, entre nos peuples. » Elle recula et commença à chanter, une mélodie obsédante qui résonnait avec l'acoustique naturelle de la chambre. Les motifs sur le sarcophage répondirent, coulant sur les bords et commençant à couvrir le corps d'Émile. Alors que le matériau commençait à l'envelopper, son chant faiblit un instant. Ses yeux prirent un regard distant, comme si elle voyait au-delà des murs de la chambre. « Quand j'étais dans la pierre, » chuchota-t-elle, sa voix portant clairement malgré sa douceur, « j'ai senti chaque toucher, chaque baiser, chaque enfant qui posait ses petites mains sur ce qu'il pensait être simplement une statue. » Le matériau vivant continuait sa progression lente sur le corps d'Émile, mais il restait immobile, écoutant. « Le temps s'écoule différemment là-bas, » continua-t-elle. « Des décennies passées comme des respirations. Je sentais les saisons changer à travers la chaleur et le froid de la pierre. J'entendais les rires, les disputes, les célébrations. J'ai été témoin des vies de ton peuple se dérouler devant un monument qu'ils n'ont jamais vraiment compris. » Sa voix se serra, remplie d'une douleur ancienne. « J'ai ressenti quand vos vaisseaux ont commencé à s'aventurer vers les mondes interdits. J'ai senti les vibrations quand des sites anciens ont été excavés, quand des terres sacrées ont été terraformées. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas avertir les enfants qui me touchaient que des vaisseaux viendraient un jour, que leur jeu autour de mes pieds céderait la place à la guerre. » Elle reprit son chant, mais maintenant Émile pouvait entendre le sous-courant de chagrin dans la mélodie extraterrestre. « Mon père a négocié le traité original, dit-elle pendant une pause dans le chant. Il croyait en la paix quand d'autres appelaient à la vengeance. Quand la Confédération a suggéré un saut vivant, il s'est porté volontaire. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Émile. « Mais le Conseil m'a choisi, sa fille. Ils ont dit que ma jeunesse garantirait une paix plus durable. Que lui est-il arrivé? Il est mort en protestant contre la décision, essayant de prendre ma place. » Une seule larme traça un chemin luminescent sur sa joue bleue. Ses derniers mots pour moi furent « Une paix construite sur le sacrifice n'est pas une paix du tout. » J'ai eu des siècles pour réfléchir s'il avait raison. Alors que le matériau montait plus haut, elle se raidit soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent, prenant cette même luminescence intense qu'ils avaient montrée dans le bassin de l'écho. Des voix, non physiques, mais psychiques, inondèrent dans sa conscience. Le Haut Conseil azuréen était devenu conscient de ce qui se passait. « C'est un humain, » dit une voix, les mots pensés dégoulinant de dédain. « C'est de la faiblesse, pas de la force. »« Il se brisera comme Téver l'a fait, » ajouta une autre. « Son esprit n'est pas préparé pour l'éternité. »« Alors la guerre continue, »
prononça une troisième voix. Peut-être est-il temps de mettre fin à la Confédération entièrement. Elle ferma les yeux, concentrant ses propres pensées pour répondre. Il choisit librement ce que Tever n'a pu accepter. Ce n'est pas de la faiblesse. Il est humain, répéta la première voix, comme si cela seul était condamnatoire. Oui, vint une nouvelle voix, plus ancienne et plus profonde que les autres. C'est précisément sa force. Il ne savait pas ce que ses actions allaient déclencher. Pourtant, il choisit d'en porter les conséquences. Quand avons-nous montré un tel courage? Le silence suivit, une hésitation qui s'étendit sur des années-lumière. Nous observerons, continua finalement la voix de l'aîné. S'il endure, nous honorerons le nouveau sceau. Les voix s'estompèrent, la laissant épuisée mais résolue. Elle regarda Émile, maintenant presque englouti par le matériau vivant. Dans ses yeux, elle vit de la peur, mais aussi de la détermination. Une volonté d'entrer dans les ténèbres pour le bien de la lumière. C'était comme être submergé dans du miel chaud, une pression douce qui augmentait progressivement, alors que la technologie vivante l'engloutissait. L'instinct d'Émile était de lutter, de combattre contre la substance qui l'envahissait, mais il se rappela son avertissement et se força à se détendre. Le matériau grimpa le long de ses jambes, son torse, sa poitrine. Quand il atteignit son cou, la panique s'embrasa malgré sa résolution. Sa respiration s'accéléra. « Ne lutte pas !» Sa voix traversa le cocon croissant. « Laisse faire, fais confiance !» Émile ferma les yeux et se concentra sur sa raison de faire cela. Non pas la gloire, non pas l'honneur, juste le simple désir de prévenir la mort inutile, de donner aux humains et aux Azuréens une chance de paix véritable. Le matériau coula sur son visage, couvrant sa bouche, son nez, ses yeux fermés. Pendant un moment terrifiant, il ne pouvait pas respirer. Puis la sensation de besoin de respirer s'évanouit simplement. Son rythme cardiaque ralentit. Ses muscles se détendirent complètement. La dernière chose qu'il entendit fut sa voix, le chantant dans sa nouvelle existence. Puis le silence l'enveloppa. Non pas l'absence de son, mais un calme plus profond qui semblait s'étendre jusqu'au cœur même de son être. Émile Renard devint immobile. 10 années passèrent sur Terra. Le paysage marqué commença à guérir, alors que la végétation indigène, dormante depuis des siècles, reprit progressivement possession des plateaux rocheux. Les ruines des colonies azuréennes furent soigneusement excavées plutôt que détruites. Leurs secrets étudiés par des équipes conjointes d'érudits humains et azuréens. Le complexe d'entraînement se transforma en centre de recherche dédié à la compréhension de l'histoire partagée des deux espèces. Au centre de ce qui avait été l'esplanade centrale du complexe, un nouveau monument se dressait. Un homme humain, les yeux fermés, la main tendue dans un geste de paix ou d'offrande. Sur son front, clairement visible même de loin, brillait une marque luminesce, l'empreinte de lèvres, toujours brillante après une décennie, pulsant faiblement comme un battement de cœur lointain. Contrairement à la statue originale de Salana, celle-ci était ouvertement reconnue comme un être vivant en animation suspendue. Personne n'était autorisé à la toucher. Personne n'était autorisé à oublier ce qu'elle représentait. Une plaque simple à la base de la statue disait « Il n'a pas arrêté la guerre avec une arme. Il l'a arrêtée en restant immobile. » Sur Terre, dans la banlieue tranquille de Nouvelle-Alexandrie, une femme d'âge moyen était assise à sa table de cuisine, fixant la notification officielle qui était arrivée ce matin-là. L'insigne holographique de la Confédération tournait lentement au-dessus de la surface de la tablette, projetant une lumière bleue sur son visage fatigué. « Renard, Émile !» luttait la voix haute, sa voix stable malgré la douleur dans ses yeux. Mise à jour du statut, disparu au combat,
présumé décédé. En face d'elle, un homme plus jeune arpentait la longueur de la cuisine, ses mouvements vifs de colère. La ressemblance familiale était indéniable. Les mêmes yeux sombres, la même mâchoire forte. Thomas Renard, le frère d'Émile, avait pris un congé d'urgence de son propre poste dans la Confédération quand la nouvelle était arrivée. « Cela fait 10 ans, mère, dit-il. 10 ans d'enquête, et c'est tout ce qu'il nous donne? Présumé décédé? Aucune explication, aucun corps, rien. Ils disent qu'il y a eu des combats sur Terra, répondit-elle, scannant à nouveau le document. Beaucoup ont été perdus. Mais pas Émile. Thomas arrêta d'arpenter, ses mains serrées contre ses flancs. Il était trop intelligent pour ça, trop prudent. Le rapport dit qu'il a disparu avant même que le conflit principal ne commence. La sergente Vidal a signalé son absence de son poste peu après la cérémonie d'accueil. Thomas fit un bruit dédaigneux. Alors ils l'appellent un déserteur. Émile, il ne fuirait pas un combat. Le rapport ne dit pas ça. Il dit simplement « Je sais ce qu'il dit ». Thomas frappa son poing sur la table, faisant sauter la tablette. Il ne dit rien, comme chaque rapport pendant la dernière décennie. Enquête en cours, statut inchangé. Il cache mais quelque chose, mère. Quelque chose à propos de ce qui s'est passé sur Terra. Elle tendit la main à travers la table, prenant celle de son fils. Thomas, nous devons accepter. Je vais découvrir ce qui s'est vraiment passé. Il se retira, se déplaçant vers la fenêtre qui donnait sur leur petit jardin. J'ai demandé un transfert au corps diplomatique. Le nouveau conseil conjoint humain-azuréen cherche des liaisons militaires. Thomas, non, c'est ma meilleure chance d'avoir accès à Terra, l'interrompit-il, de découvrir ce qu'ils ne nous disent pas sur Émile. Sa mère se leva, son visage soudainement sévère. Et si ce que tu trouves n'est pas ce que tu veux entendre? Et si Émile avait déserté? Ou pire? Émile n'était pas un lâche, insista Thomas. Il n'a pas simplement disparu. Il a fait quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Elle soupira, ses épaules s'affaissant sous le poids d'une décennie d'incertitude. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il se soit passé, cela ne nous le ramènera pas. Je n'ai pas besoin qu'il revienne, dit Thomas, sa voix s'adoucissant. J'ai juste besoin de la vérité. Il mérite au moins ça. Dehors, leur fenêtre, une émission d'information de la Confédération passait sur l'écran public du quartier. Le son était coupé, mais les images étaient d'eau claire. Humains et azuréens se serrant la main, signant des accords, célébrant une paix qui avait semblé impossible seulement une décennie plus tôt. Sous les images, un titre défilant annonçait l'ouverture d'un nouveau mémorial sur Terra, dédié à ceux qui avaient été perdus dans ce qui était maintenant appelé le conflit final. Aucun d'eux ne remarqua l'image brève d'une statue qui passa sur l'écran. Un homme humain avec sa main tendue, une offrande éternelle, une marque brillante visible sur son front. Salana visitait souvent, bien que peu la reconnaissent pour ce qu'elle était. Pour la plupart, elle était simplement une autre diplomate azuréenne, l'une des nombreuses qui travaillaient maintenant aux côtés des humains pour reconstruire ce que des siècles de conflits avaient détruit. Elle se tenait devant la statue pendant des heures, parfois chantant doucement dans sa langue natale. Si quelqu'un avait pu traduire ces chansons, ils auraient entendu des histoires, des récits des mondes au-delà des frontières de la Confédération, où les Azuréens avaient reconstruit leur civilisation, des comptes rendus des négociations en cours entre les espèces, des descriptions des changements qui se produisaient dans tout l'espace connu. Elle racontait tout à Émile, croyant qu'à un certain niveau il pouvait l'entendre. Par une claire journée d'automne, 10 ans après les événements qui avaient changé le cours de 2 civilisations, un vieil homme en uniforme d'amiral de la Confédération traversa lentement l'esplanade. Les cheveux de l'amiral Beaumont étaient devenus complètement blancs,
son visage marqué par le poids d'une décennie passée à reconstruire après avoir frôlé la guerre. Il marchait avec une légère claudication, un souvenir d'une arme énergétique azuréenne pendant les brefs combats sur Terra. Il s'approcha de la statue d'Émile, se tenant devant elle en silence pendant plusieurs minutes. Un jeune officier, un lieutenant fraîchement sorti de l'académie, attendait respectueusement quelques pas derrière. « Monsieur » s'aventura finalement le lieutenant. « Si je peux demander, qui était-il » Beaumont ne se retourna pas. Son nom était Émile Renard. Au-delà de ça, personne d'important. « Mais il devait être important », insista le lieutenant. « Pour avoir un monument comme celui-ci, était-il un héros de guerre? Un diplomate? Ni l'un ni l'autre. » Beaumont tendit la main, sa main noueuse planant juste au-dessus de la paume tendue de la statue, prenant soin de ne pas faire contact. La marque brillante sur le front pulsait doucement. C'était une nouvelle recrue, à peine sortie de l'entraînement. Il a disparu pendant les premières heures du conflit. Le lieutenant fronça les sourcils, confus. « Alors pourquoi ?»« Parce qu'il a fait ce qu'aucun de nous ne pouvait faire, » dit Beaumont, sa voix rugueuse par l'âge et la mémoire. « Nous, les amiraux, les diplomates, les politiciens, nous étions tous trop occupés à défendre nos positions, justifier nos actions, protéger nos secrets. Nous ne pouvions pas voir au-delà de siècles de méfiance. » Il se tourna finalement pour faire face au jeune officier. « Ce monument ne commémore pas qui il était, lieutenant. Il commémore ce qu'il est devenu. Un pont. Un sacrifice librement donné, sans attente de gloire ou de reconnaissance. » « Je ne comprends pas, monsieur. »« Non, je suppose que non. » Le regard de Beaumont revint à la statue. « Tu as grandi en temps de paix. Tu n'as jamais vu ce sur quoi nous étions au bord. Une guerre totale avec un ennemi que nous comprenions à peine. »« Les Azuréens, monsieur ? » ?»« Oui, bien qu'ennemi soit un mot que nous n'utilisons plus. » Beaumont soupira. « Un jour, l'histoire complète pourra être déclassifiée. Jusque-là, souviens-toi de ceci. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de ceux qui parlent le plus fort, mais de ceux qui choisissent le silence pour que d'autres puissent trouver leur voix. » Le lieutenant salua avec netteté, bien que l'incertitude se montre toujours dans ses yeux. « Oui, monsieur. »« Va devant, » dit Beaumont, le renvoyant d'un geste. « J'aimerais un moment seul. » Quand le jeune officier fut hors de portée de voix, Beaumont se pencha plus près de la statue. « 10 ans, » murmura-t-il. « Le Conseil conjoint formalise les derniers traités le mois prochain. Paix permanente, c'est comme ça qu'il l'appelle. Je ne sais pas si tu peux m'entendre là-dedans, mon garçon, mais ça a marché. Quoi que tu aies fait, ça a marché. » Il se redressa, ajustant son uniforme. « Ton frère pose des questions. Un gars intelligent, déterminé. Il me rappelle toi. Il se rapproche de la vérité. » Un sourire fatigué traversa son visage. « Je suppose que c'est un problème pour un autre jour. » Alors que l'amiral s'éloignait, une silhouette azuréenne élancée émergea des ombres de l'autre côté de l'esplanade. Salana le regarda partir, puis s'approcha elle-même de la statue. Elle plaça doucement une main contre sa joue, la seule personne autorisée à un tel contact direct. La marque sur son front brilla plus fort à son toucher, répondant à sa présence. Une jeune enfant humaine se détacha de sa mère, courant à travers l'esplanade vers la statue. Les yeux de la fillette étaient grands de curiosité, sa petite main tendue. « Ellie !» appela la mère, se dépêchant derrière elle. « Arrête-toi là !» L'enfant s'arrêta juste devant la statue, levant les yeux vers le visage figé avec une innocente curiosité. « Pourquoi je ne peux pas la toucher ?» demanda-t-elle alors que sa mère la rattrapait et la tirait doucement en arrière. « Ce n'est pas juste un monument, chérie, » expliqua la mère, sa voix s'adoucissant. « C'est spécial. Nous ne le touchons pas par respect. » L'enfant pencha la tête, étudiant le visage de la statue avec intensité.
Mais maman, regarde, il sourit. Et son front brille. La mère leva les yeux, prête à corriger sa fille, mais les mots moururent sur ses lèvres. Pendant un instant, dans la lumière dorée du soleil couchant, elle aurait pu jurer avoir vu l'expression de la statue changer, une courbe subtile des lèvres, un adoucissement autour des yeux. Et cette marque, l'empreinte luminesce sur son front, pulsa une fois, deux fois, comme un battement de cœur. Oui, chuchota-t-elle, un frisson parcourant son échine. Je suppose qu'il sourit. Elle emmena sa fille, jetant un dernier regard émerveillé par-dessus son épaule. Salana resta, une gardienne silencieuse aux côtés du gardien silencieux, tous deux veillant sur une paix qui avait été achetée avec la monnaie du sacrifice. Et parfois, dans la bonne lumière, les observateurs auraient pu remarquer l'expression de la statue changer si légèrement. Le fantôme d'un sourire jouant sur des lèvres de pierre, alors qu'un autre jour de paix touchait à sa fin. La marque sur son front pulsait au rythme de ses visites, un signe qui transcendait les espèces et le temps lui-même. Le baiser qui avait éveillé la guerre avait reçu une réponse par un baiser qui avait assuré la paix. Et la marque demeurait éternelle, luminesce, symbole du lien entre deux peuples qui avaient appris à se voir, non pas comme des ennemis, mais comme des reflets de la même vérité fondamentale. Que parfois la plus grande force ne réside pas dans le combat, mais dans le fait de rester immobile.